Proposer des noms pour présider la commission électorale en RDC, une lourde responsabilité pour les églises vu l'enjeu. Elle dénonce des menaces venant de politiciens. Le Soudan en terre d'accueil pour des milliers d'Éthiopiens en provenance d'Amara. Ils fuient la guerre au Tigré qui vient raviver un conflit territorial avec Amara. C'est confirmé, le leader de Chadema devra répondre de terrorisme devant la justice tanzanienne. Son arrestation avait nourri des critiques contre le gouvernement. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. En République démocratique du Congo, les églises s'apprêtent à proposer leur nom pour la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Mais la tâche ne sera pas facile, suite aux menaces qu'elles disent subir de la part des politiques. Reportage. Selon la nouvelle loi, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI ne peut être proposé que par les confessions religieuses. Le secrétariat technique de la plateforme des confessions religieuses ayant reçu les candidatures ce lundi, la première réunion des 8 membres du secrétariat technique s'est tenue ce mardi matin pour décortiquer toutes les candidatures à la lumière de la Constitution, de la loi électorale et des principes moraux. Les chefs religieux qui composent la plénière devront donc donner un ou plusieurs noms à la commission de l'Assemblée qui devra se prononcer sur le candidat choisi. Ils ont jusqu'à mercredi pour déposer les procès-verbaux de désignation à l'Assemblée nationale. La tâche ne sera pas facile suite aux menaces qu'elles disent subir de la part des politiques. Et les chefs religieux ont réaffirmé le besoin d'un candidat déterminé avec une éthique sans faille, ayant une maîtrise de la gouvernance électorale et un courage exceptionnel pour proclamer les véritables résultats issus des urnes. Le choix des confessions religieuses doit être fait soit par consensus, soit par vote sur chaque candidat, une tâche difficile pour les religieux qui, disent-ils, continuent à recevoir des menaces de la part des politiques qui veulent imposer des noms aux différentes confessions. Et ils dénoncent aussi des tentatives de corruption. Quelques 3000 Éthiopiens ont traversé la frontière lundi soir vers le Soudan en provenance de la région éthiopienne d'Amara, voisine de la région en guerre du Tigré, selon le gouvernement soudanais. Les deux régions sont impliquées dans un conflit territorial vieux de plusieurs décennies et ranimé par les affrontements au Tigré depuis fin 2020. 3000 personnes de la tribu Kéman ont traversé la frontière dans le village de Taya, dans la municipalité de Bassenda, selon un rapport du gouvernement soudanais. Bassenda se situe dans la région disputée d'Al-Fashaga, dans l'état du Guédaref, où l'installation d'agriculteurs éthiopiens a été au cœur d'un contentieux frontalier depuis plusieurs décennies. Dimanche, le président de l'Amara a appelé tous ses citoyens armés à se mobiliser contre les rebelles du Tigré voisin, évoquant une campagne de survie pour la province. Le Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix 2019, a envoyé l'armée fédérale au Tigré en novembre 2020, après des mois de tension, pour destituer les autorités régionales. Il les accusait d'attaques contre des camps de l'armée ordonnés par le Front de libération du peuple du Tigré, parti qui a dominé le pouvoir en Éthiopie pendant 3 décennies. Abiy Ahmed s'est appuyé notamment sur les forces de sécurité de l'Amara dans les combats contre les rebelles pro-TPLF. Le Premier ministre a proclamé la victoire fin novembre après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais les combats ont continué et récemment tourné en défaveur d'Addis Abeba. Le 28 juin, les rebelles ont repris Mekele puis une grande partie de Tigré les jours suivants, marquant un tournant majeur dans le conflit qui a déjà fait des milliers de morts. Selon l'Organisation des Nations Unies, au moins 350 000 personnes se trouvent en situation de famine dans la région, ce que conteste le gouvernement éthiopien. Un tribunal tanzanien a décidé ce lundi de poursuivre pour terrorisme un des leaders de Chadema, le principal parti d'opposition. Son arrestation la semaine dernière a suscité des critiques à l'encontre de la nouvelle présidente. Suivant.
La procureure générale Esther Martin a affirmé lundi soir à des journalistes après l'audience que Mbowe était poursuivi pour financement du terrorisme et complot terroriste. Freeman Mbowe a été arrêté avec ses compagnons lors d'un raid nocturne de la police à Mwanza, une ville du nord-ouest où il prévoyait un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles malgré les restrictions imposées par les autorités en raison de la pandémie de coronavirus. Le parquet a affirmé que ces charges n'étaient pas liées au rassemblement de Mwanza, mais à des faits remontant à l'année dernière ailleurs en Tanzanie. Mbowe savait qu'on enquêtait sur lui pour terrorisme et il est parti pour Mwanza en sachant qu'il allait être arrêté, a de son côté déclaré lundi soir David Misime, le porte-parole de la police. Ce dernier avait indiqué jeudi que l'opposant était soupçonné de fomenter des actes terroristes, dont le meurtre de dirigeants gouvernementaux. 6 autres détenus sont poursuivis pour les mêmes faits que Mbowe, a-t-il ajouté. Ces 2 chefs d'accusation n'autorisent pas la libération sous caution. La prochaine audience est prévue le 5 août. Mbowe est actuellement détenu à Dar es Salaam où sa maison a été perquisitionnée. Des ordinateurs et d'autres équipements ont été saisis. Selon Chadema, la famille de Mbowe et ses avocats avaient été informés qu'il serait transféré à l'hôpital pour des examens de santé, mais il a à l'inverse été amené discrètement au tribunal en l'absence de ses représentants légaux. Ces poursuites interviennent 4 mois après l'arrivée au pouvoir de Samia Suluhu Hassan, qui a succédé à l'ancien président Magufuli. Au Mali, les autorités ont annoncé dimanche dernier la mort d'Alassane Touré, l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pour la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, il s'agit là d'une mort en détention. Il faut donc qu'une enquête soit immédiatement diligentée. La mort en détention de l'agresseur du colonel Assimi Goïta continue de susciter des interrogations. Pour déterminer les causes du décès, le gouvernement a annoncé dans son communiqué qu'une autopsie avait été ordonnée. Selon une source hospitalière, elle pourra durer quelques semaines. Les autorités maliennes ont expliqué qu'au cours des investigations, l'état de santé du prévenu s'est dégradé. D'abord admis à l'hôpital Gabriel Touré, l'homme a ensuite été transféré à celui du Point G où il a fini par succomber. Souffrait-il de mal? A-t-il été victime de traitements physiques dégradants pendant sa détention? A-t-il été présenté vraiment devant la justice avant son décès? Voilà autant de zones d'ombre à éclaircir. Mais alors que l'autopsie est en cours, la Commission nationale des droits de l'homme a estimé qu'il s'agit là d'une mort en détention et il faut donc qu'une enquête soit immédiatement diligentée. De sources judiciaires, on apprend que l'agresseur décédé s'appelait Alassane Touré. Il avait 30 ans et il était de nationalité malienne. L'identité de son avocat, s'il en avait un, reste en revanche inconnue, tout comme son lieu de détention. Certaines sources évoquent un site de la sécurité d'État. La semaine dernière, des sources proches du dossier avaient laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'un crime terroriste. La garde à vue du prévenu aurait donc dû durer 72 heures maximum avant que le suspect ne soit mis en examen ou relâché. Or, la justice n'a pas communiqué à ce sujet. Le gouvernement, en revanche, a précisé ce dimanche que l'enquête se poursuit, d'autant que les premières informations recueillies indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un élément isolé. Benchmark Group, l'actionnaire majoritaire de la compagnie d'extraction pétrolière Madagascar Oil, a confirmé avoir reçu un courriel demandant un financement pour contribuer à un coup d'État pour déloger le président malgache Andry Rajoelina. C'était au cours d'une conférence de presse. Benchmark Group a confirmé samedi avoir reçu un email du citoyen franco-malgache Paul R. sollicitant un financement à hauteur de 10 millions d'euros à des fins de déstabilisation politique, a déclaré l'un de ses porte-paroles sans autre précision. Des médias nationaux ont publié des échanges de courriels présumés entre Benchmark Group et Paul R. qui remontent à octobre, affirmant que les enquêteurs les avaient extraits de l'ordinateur du suspect. Les responsables de Benchmark Group, pour n'avoir pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires alors qu'ils ont eu connaissance d'un possible complot et qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets, peuvent être poursuivis pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État selon le droit pénal.
Samedi, les médias malgaches, dont l'agence de communication gouvernementale Taratra, ont révélé la convocation par la police du directeur général de Madagascar Oil dans le cadre de l'enquête sur ce présumé projet déjoué d'assassinat du président malgache. Je voudrais confirmer au public que Madagascar Oil soutient pleinement le gouvernement démocratiquement élu du président Andry Rajoelina et que Madagascar Oil n'a jamais versé d'argent à Paul Rafanoarana. Madagascar Oil et Benchmark Group condamnent fortement toute action visant à porter atteinte à la sûreté d'un État démocratiquement élu et réitèrent leur plein soutien à l'État malgache et leur volonté de participer au développement économique du pays dans le respect total de ses lois et de l'état de droit qui prévaut dans le pays. Le conseiller spécial du président malgache, Patrick Razoel, a laissé entendre sur France 24 que des officiers malgaches pourraient aussi être impliqués dans cette affaire. Le Premier ministre tunisien Hicham Mechichi s'est dit prêt lundi à céder le pouvoir au futur Premier ministre désigné par le président Kais Saied, et ceci au lendemain de la suspension par le président des activités du Parlement qui a projeté dans l'inconnu la jeune démocratie en crise depuis des mois. Reportage. Hicham Mechichi s'est dit prêt ce lundi à céder le pouvoir au futur Premier ministre désigné par le président Kais Saied au lendemain de la suspension par ce dernier des activités du Parlement. Le président, également chef de l'armée, s'est en outre octroyé le pouvoir exécutif, bouleversant l'organisation du pouvoir dans un pays régi depuis 2014 par un système parlementaire mixte en annonçant son intention de désigner un nouveau Premier ministre. Il a limogé lundi le ministre de la Défense, Ibrahim Bartaghi, et le porte-parole du gouvernement, Asna Ben Slimane, également ministre de la fonction publique et ministre de la justice par intérim. Enarda, principal parti au Parlement, a fustigé un coup d'État contre la révolution et la Constitution. Le président tunisien Kais Saied déclare qu'il assume une responsabilité historique après avoir suspendu les activités du Parlement et démis le Premier ministre. Les développements en Tunisie, pays souvent représenté comme le seul où a réussi le printemps arabe, ont suscité l'inquiétude à l'étranger. La France a dit souhaiter un retour dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des institutions et appelé à éviter toute violence, tandis que les États-Unis, préoccupés, ont appelé au respect des principes démocratiques. Signe d'un début de concertation, le président Saied a rencontré lundi soir les représentants de l'UGTT, de la Ligue des droits de l'homme et du patronat, des acteurs qui avaient tiré la Tunisie d'une précédente crise en 2013. Dans la journée, plusieurs centaines de partisans du président Saied et d'Enarda ont échangé des jets de bouteilles et de pierres devant le Parlement à Tunis. Mais la situation est ensuite revenue à la normale. En fin de journée, la présidence a annoncé que le couvre-feu nocturne officiellement instauré pour lutter contre le Covid avait été étendu d'une heure, désormais de 19h à 6h. Elle a aussi annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 3 personnes et 2 jours de congé pour les fonctionnaires. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention.